Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Que vous nous regardiez en vidéo ou que vous nous écoutiez en podcast, vous avez bien raison. Et nous sommes très heureux de partager ce petit moment avec vous. Depuis 12 ans et notre première émission avec notre parrain Joël de Ronet, nous en avons fait du chemin. Le Rendez-vous des Futurs, vous le savez, explore les changements en cours, en multipliant les regards, les points de vue, et en démontrant également l'importance cruciale de la couleur, de la nuance et de la conversation. Je suis Éloi Choplin. Cette émission est proposée, conçue grâce aux enthousiasmes et aux talents conjugués de J.D. Carré, du Cube et de l'Écosphère Aguelos. Finance, transition écologique, GIEC, action, décroissance, mythe, mots, engagement. Le menu est assez vaste. Je vous propose, après ce petit jingle, de plonger ensemble dans ce 156e Rendez-vous des Futurs. Et toute émission démarre par la présentation de notre invité, bien sûr, Christian Depertuis. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une manière tout à moi de présenter les invités, avec quelques petites questions. Et puis, bon, si vraiment on veut tout savoir de vous, eh ben, il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche, et puis on sait beaucoup de vous. Je suis allé sur Le Petit Oiseau Bleu, parce qu'il y a une bio, une mini-bio, elle est toute courte, et puis elle est assumée. Alors, je la lis. Université Paris-Dauphine, chaire économie du climat. Climat, 30 mots pour comprendre et agir, sorti en 2022, que je tiens dans la main. Et il voulait refroidir la Terre. Donc, vous mettez en avant vos deux derniers écrits. Je vais compléter un tout petit peu. Vous êtes économiste et vous avez dirigé la mission climat de la Caisse des dépôts. Puis, donc, vous avez fondé la chaire climat de l'Université Paris-Dauphine, PSL, où vous avez enseigné pendant 20 ans. Et vos travaux sur la tarification carbone font référence, on va évidemment en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là à cette petite bio ? Le menu me paraît assez complet. On ne va peut-être pas rajouter sur ma personne, mais plutôt parler du climat. Ça me paraît le point le plus important. Peut-être un mot juste pour vous dire que moi, à l'origine, je suis prof d'économie. Oui. J'ai rencontré des climatologues en 2001-2002 et l'économie que j'enseigne en fin de carrière n'a plus rien à voir avec l'économie que j'ai apprise à l'université et que j'ai enseignée pendant les 10 premières années. J'imagine qu'il a pas mal évolué, oui. J'ai une question. Est-ce que vous avez une rencontre décisive, une rencontre qui vous a fait comprendre quelque chose peut-être ? Celle de Jean Jouzel, puisque j'ai rencontré Jean Jouzel en 2002, pour être très précis, et ensuite tous les grands climatologues français. Et c'est à la suite de ces rencontres que je me suis dit que l'économie telle que je la concevais était complètement à côté des pompes si on n'intégrait pas la question climatique et derrière la question climatique, la question de la biodiversité, la question de la couche d'ozone, toutes ces grandes limites planétaires à l'intérieur desquelles l'économie peut effectivement aider à prendre des décisions. Mais si on oublie ces contraintes planétaires, alors l'économie peut dire beaucoup de choses totalement inutiles. J'ai une petite question rituelle pour achever de présenter notre invité habituellement. Qu'est-ce que vous dites à un ado de 14 ans à peu près, à qui à l'école, au collège, on lui demande déjà de se positionner sur sa carrière à venir, sur son orientation. Si vous le demande, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christian ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, la question n'est pas que virtuelle, hein, puisque ma petite fille la plus aînée est proche de 14 ans, si vous voulez. Elle va avoir 13 ans. Bon. Il se trouve qu'elle a un certain talent pour l'écriture. Et donc je lui dis, fais vraiment, bosse un maximum pour aller au bout de tes projets. Donc si l'écriture c'est ton projet, il faut travailler à mort l'écriture, le français, la grammaire, etc. Mais si elle est passionnée par les mathématiques, je lui dirais, poursuis au bout l'investissement que tu dois faire étant jeune pour aller au bout de ton projet. Le conseil, il est double. Il est de ne pas laisser l'environnement choisir le projet à sa place, mais il est aussi de se mettre au boulot pour pouvoir réaliser le projet. Ouais. Et si ses copains, si ses copines lui demandent ce que vous faites dans la vie, elle dit quoi, vous pensez ? Alors, il faudrait mieux l'interroger elle-même, hein, mais en gros, tous mes petits-enfants savent parfaitement que je m'occupe principalement des questions du climat et de la biodiversité. J'ai une autre petite fille qui est en CE2, qui a lancé
l'APP, l'Association pour la protection de la planète, avec 3 copines de CO2. Vous voyez. Donc, je crois que la conscience de la jeune génération est assez précoce sur ces questions-là. Moi, en CO2, je n'avais aucune idée des problèmes climatiques et des limites de la planète. C'est assez stimulant ça, d'entendre ça. Place à la revue de presse maintenant, une revue de presse concoctée pour vraiment poser le décor, concoctée par Jérémy et Coralie. Et on se retrouve juste après. Comment financer la transition écologique? Alors moi je sais, tu commences par lire les rapports du GIEC, ensuite tu vires ce gouvernement d'influenceurs fashion automne-hiver avec leurs coloris débiles, tu récupères les bénéfices de Total et tu renverses le capitalisme. Pah! Ok. Bien, une affaire rondement menée, ce sera la revue de presse la plus courte qu'on ait jamais faite. Merci tout le monde, au revoir. Ah ouais, mais enfin on va peut-être développer un peu, moi j'ai quand même passé du temps à lire des articles et tout. Ah, bah si tu veux. Donc, lire le dernier rapport du GIEC. Et si vous n'êtes pas une ou un élu et que vous n'avez pas l'obligation morale d'en lire les 2913 pages, vous pouvez en trouver une synthèse sur le site pourinréveil-écologique.org. Au chapitre 15, on parle finance avec une première définition importante à rappeler. La finance climatique est une branche de la finance durable qui a pour but de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et, c'est là que ça devient intéressant, d'améliorer la résilience de nos sociétés au changement climatique. Car en effet, 90% des budgets se concentrent sur l'atténuation du changement climatique et en particulier à 70% sur les énergies renouvelables. Le rapport alerte sur la nécessité de se tourner davantage vers le financement de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Rappelons que pour atteindre les accords de Paris, les financements en faveur du climat devraient être 3 à 6 fois supérieurs que ce qu'ils ne sont actuellement. Notons enfin que le dernier rapport du GIEC est paru en février dernier et que le prochain paraît en décembre. Espérons que celui-ci bénéficie de plus d'écho. Un article de franceinfo.fr du 20 septembre se demande quant à lui où sont les fameux emplois que la transition écologique était censée créer. Alors que l'ADEME en promettait plus d'1 million à l'horizon 2050, le Chiffre Project n'en annonce plus que 300 000, une fois prise en compte la destruction de près de 800 000 emplois devenus obsolètes. Dans tout ça, Pôle emploi explique que seulement 140 000 emplois seront de réelles créations, alors que la grosse majorité sera plutôt un verdissement de métiers déjà existants. Cela pose alors la question de la formation. La formation et le développement de compétences, c'est le goulot d'étranglement de la transition écologique. S'alarme Frédéric Matisse, président de l'école de la transition écologique. Et en même temps, la valeur travail est-elle compatible avec l'objectif nécessaire de sobriété? C'est le sujet qu'aborde Uzbek Erika le 11 octobre dans un entretien avec le docteur en sciences politiques Benjamin Brice, auteur du livre La sobriété gagnante. Pour l'auteur, l'emploi est inutile s'il ne permet pas de vivre décemment, alors que la transition écologique va nécessiter énormément de main-d'œuvre dans des métiers aussi mal considérés que rémunérés, et pourtant essentiels comme l'ont montré les premiers de corvée lors de la crise Covid. Il est impératif de revaloriser ces métiers. Il n'y a pas eu de réflexion sur les conditions de travail de toutes ces catégories, alors même qu'on assiste depuis 40 ans à une augmentation importante de la part des salariés travaillant de nuit, le week-end ou dans des conditions précaires. Pour Benjamin Brice, la sobriété pourrait même mener au plein emploi, à cette condition. La sobriété correspond à la réduction de notre consommation matérielle, alimentaire, énergétique, textile, etc., en lien avec des changements de comportement. La priorité est d'agir sur la consommation. C'est ainsi qu'il deviendra possible d'améliorer la résilience du pays, de relocaliser des activités industrielles, de réduire les inégalités et de trouver des marges de manœuvre budgétaires. Si l'on en croit Timothée Paric, invité de La Terre au carré le 15 septembre, il semble qu'une économie peut tout à fait prospérer sans croissance. Encore faut-il en repenser complètement l'organisation. L'auteur de Ralentir ou périr nous explique. Une économie, ça sert à économiser des choses, à commencer par le temps de travail, l'énergie et la matière. On peut voir la décroissance comme un régime biophysique. On va essayer de mettre l'économie au régime pour revenir sous les limites planétaires. Il faut s'interroger. De quoi avons-nous vraiment besoin? Que devons-nous produire et comment? Il livre alors quelques pistes pour nous inscrire dans un modèle de société durable. Arrêter de calculer le PIB, indexer le prix d'un billet d'avion sur son coût écologique, nationaliser les entreprises qui manient les énergies fossiles, réduire le temps de travail, taxer les transports routiers, plafonner les salaires à 4 fois le revenu minimum garanti, et bien d'autres encore à lire et écouter sur le site de France Inter. Bah tu vois, finalement on n'a rien fait que dire que ce que j'avais déjà dit en intro. Merci Jérémy, Coralie pour cette revue de presse. Je vous ai vu très concentrés à écouter et à voir cette revue de presse. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez rebondir particulièrement? Oui, le sujet, il y a 2 sujets qui ont retenu mon attention. Le premier, c'est adaptation versus atténuation, et le deuxième, c'est les transformations du marché du travail. Eh bien, on va en parler.
Oui, on va en parler. Je me lance ou... on va en parler à Ouais. travers, ce livre, à travers les mots. Très bonne idée. Climat, 30 mots pour comprendre et agir, chez Debock. Debock, c'est ça, on dit Debock? Debock. De Bock, oui, je crois. C'est assez difficile à prononcer, c'est du flamand. Hein. Oui, c'est ça. Donc après, on trouve le livre de toute manière. Oui, de toute voilà. façon, vous trouvez le livre en librairie, n'ayez crainte. Ce livre souligne l'importance de la pédagogie, l'importance de la vulgarisation aussi. C'est ça qui vous a mené à sa rédaction. Qu'est-ce qui vous a pris, en gros, si je puis dire? Bah, déjà, la pédagogie, c'est mon métier, si Oui. vous voulez. Donc, j'ai un certain goût pour ça. Bon. Y a deux choses qui m'ont amené à faire ce livre. La première, elle est bête, hein, c'est mon éditeur qui a vu qui a commencé par me dire il faut que tu fasses un site internet. Bon, ça m'embêtait un peu, mais j'ai fait un site. Et comme je ne savais pas très bien quoi mettre dans le site, j'ai commencé à mettre quelques mots. Et je n'avais pas fait 3 mots que l'éditeur m'a appelé en me disant ça serait bien de faire un livre à partir de ça. Voilà. Ça, c'est un peu le phénomène externe. Alors ensuite, finalement, je me suis posé 2 types de questions sur les mots. Vous avez des mots qui sont assez techniques, un peu complexes, les mots qu'utilise mon ami Jean Jouzel, si vous voulez, parce que lui, c'est un scientifique dur, hein, donc des mots comme forçage radiatif, comme octave, comme... Bon. Donc ça, c'est des mots techniques, et je pense qu'il y a un coût d'entrée pour comprendre ces mots, et il faut un petit peu payer ce coût d'entrée si on veut comprendre. Donc c'est l'une des premières motivations que j'ai eues. Et puis, vous avez des mots, au contraire, qui sont d'un usage extraordinairement courant, comme urgence climatique, Accord de Paris, comme accord de Paris, comme réchauffement climatique, comme climat. Bon. Ouais. Et ces mots extrêmement courants, finalement, on ne s'arrête pas suffisamment sur leur signification et sur leurs implications. Et donc, c'est à la fois un bouquin qui s'intéresse aux mots un petit peu, on va dire, scientifiques, un petit peu complexes, et puis un livre qui s'intéresse aux mots courants. Bon. Mais les mots, voyez-vous, ce n'est pas une langue. Pour faire une langue, il faut une syntaxe qui ordonne les mots. Donc, ce qui m'a le plus amusé en écrivant ce livre, c'est de trouver l'ordre des mots. Et effectivement, ce n'est pas un abécédaire. C'est pas un abécédaire. C'est pas un abécédaire. Il y a un ordre, et cet ordre, il n'est pas innocent. Il correspond, effectivement, vous l'avez dit, Oui. à une volonté pédagogique pour mieux expliquer. Mais la condition sine qua non pour bien expliquer, c'est de commencer soi-même par bien comprendre. Et donc, le plus grand intérêt d'écrire un bouquin à vocation pédagogique, c'est que soi-même, on apprend beaucoup. Soi-même, on apprend beaucoup. Montez juste votre main sur le micro, un petit peu plus haute, la main sur le micro comme ça, voilà. A priori, c'est peut-être ça qui va sauver le son. C'est pour éviter des interférences. Le son dans cette émission, voilà, tout à fait. Alors oui, parce qu'il y a 4 parties, effectivement, 4 parties qui sont les bases scientifiques, l'action climatique, les options techniques, les implications économiques. Ça donne quand même un fil rouge, c'est le fil rouge de l'action derrière. Il y a des solutions, elles sont dedans, vous les abordez. Moi, en le parcourant, en le lisant, il m'est venu quand même un constat, c'est que notre culture scientifique, notre culture économique, voire notre culture politique, elle est, comment dirais-je, elle n'est pas au ras des pâquerettes, mais on en est loin, quoi. Est-ce qu'on comprend les choses? Est-ce que nos dirigeants comprennent les choses? Est-ce que les journalistes comprennent vraiment les choses? C'est quoi votre regard, vous? Alors, moi, je ne dirais pas exactement les choses comme ça. Je vais les dire à ma façon, si vous m'autorisez. Oui. En 2003-2004, j'ai commencé à enseigner ce que j'appelle l'économie du climat. J'ai complètement changé ma pratique pédagogique à l'Université Paris-Dauphine. Et j'ai travaillé sur, en gros, en quoi l'économie permet de mieux agir face au réchauffement climatique. Bon. J'ai été voir le président de l'université à l'époque et je lui ai dit que j'allais faire ça. Tout simplement, il n'a pas compris. Et à l'époque, on avait l'impression d'être, avec Jean Jouzel et quelques autres, comme des zombies dans la société. Ce qu'on faisait était complètement... Bon. Les choses ont progressivement changé. En 2009-2010, on a créé un master spécialisé quand même. Donc ça veut dire qu'il commençait à y avoir derrière au moins des perspectives de job. Vous voyez, bon. Et maintenant, je pense qu'on est quand même dans un environnement où on parle énormément du réchauffement climatique et je trouve
excessif de dire que les journalistes, par exemple, les médias, traitent insuffisamment la question du réchauffement climatique. Je pense non, on traite beaucoup la question du réchauffement climatique. Bon. Les politiques, c'est assez compliqué de savoir ce que comprennent vraiment les politiques ou pas. Hein, donc, moi, je ne vais pas insister sur ce volet-là. Mon expérience personnelle, c'est que dans tous les partis conventionnels que j'ai rencontrés, depuis une quinzaine d'années, il y a toujours quelques éléments un peu en avance qui comprennent bien les questions climatiques. Leur problème, c'est plutôt de faire partager leurs connaissances à l'ensemble des partis au moment de la prise de décision. Bon. Ouais. Donc, moi, je pense que ça progresse. Ça progresse aussi beaucoup chez les jeunes. Je trouve que ce qui est assez ennuyeux, c'est qu'on mélange très souvent, quand on parle du climat, des questions de diagnostic avec des questions de militantisme. Or, il me semble que pour bien comprendre les enjeux climatiques, il faut chacun d'entre nous mettre un peu de côté nos convictions et nos militantismes personnels pour bien écouter justement ce que nous disent les scientifiques. La science, ce n'est pas l'idéologie. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un autre volet qui est quand même assez stupéfiant sur la période récente, c'est la montée de l'angoisse, c'est la dramatisation, si vous voulez, du réchauffement climatique. Bon, je pense qu'il y a moyen de dire combien la question climatique est extraordinairement importante, vitale pour notre société, sans nécessairement immédiatement amener une cohorte d'images catastrophistes qui ont pour vocation d'influencer l'émotion plus que la raison et qui, à mes yeux, ne sont pas les meilleurs moteurs de l'action. Le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, on le voit, ça a été dit dans la revue de presse, 2313 pages à peu près. La synthèse, finalement, il faut lire la synthèse de la synthèse de la synthèse adressée aux dirigeants, et on n'a même pas l'impression que cette synthèse de la synthèse, soit suffisamment lue, soit suffisamment partagée. Alors, je vous sens très optimiste quand même. Soyons précis. La synthèse du 6e rapport du GIEC n'a pas encore été publiée. Oui. Pour l'instant, il faut toujours savoir de quoi on parle. Hein. Bon, donc, pour l'instant, ont été publiés les 3 tomes classiques du 6e rapport du GIEC et chaque fois la synthèse de chaque tome. Bon. Le problème, à mes yeux, c'est que il est très difficile de comprendre la synthèse si on n'a pas un petit peu travaillé, non pas les 3600 pages, mais si on n'a pas été regardé d'un peu plus près certaines parties. Si vous voulez. Donc ça c'est un point un peu compliqué. Ceci dit, je pense que honnêtement, aujourd'hui, la quasi-totalité des dirigeants savent qu'il y a un problème du climat, que ce problème il est lié au stock de gaz à effet de serre et que si on n'agit pas vite sur le stock de gaz à effet de serre, le réchauffement va s'amplifier. Ils savent peut-être un peu moins bien la précision du diagnostic, que je vais juste rappeler, mais que la meilleure façon de s'en rappeler, c'est évidemment de lire l'ouvrage. Hein. Ce qui réchauffe la planète, c'est le stock de gaz à effet de serre. Et donc, tant qu'on n'a pas stabilisé le stock de gaz à effet de serre qui est dans l'atmosphère, le réchauffement se poursuit. Stabiliser un stock, c'est toujours beaucoup plus compliqué que stabiliser un flux, les flux annuels de nos émissions que nous envoyons, ou les flux d'absorption du CO2 en fin de vie. Donc, le GIEC nous dit tout simplement les choses suivantes. Compte tenu du stock de gaz à effet de serre qui est déjà dans l'atmosphère, on sait que le réchauffement global de la planète va passer de l'ordre de 1,1 degré, si on prend comme référence la dernière décennie par rapport à l'ère pré-industrielle, à 1,5 degré entre 2030 et 2040. On sait qu'en 2050, on aura déjà franchi la ligne des 1,5 degré. L'enjeu des 2 prochaines décennies, c'est de savoir comment le climat va évoluer après 2050. Et vous voyez tout de suite que ceci a une implication générationnelle majeure. C'est pour ça que le mouvement des jeunes est extrêmement intéressant. Le climat qu'on connaîtra en 2070 ou 2080, moi, je ne le connaîtrai pas. Ma petite fille qui est née en 2020, en fait c'est un petit-fils du reste, il s'appelle Baptiste, qui est né en 2020, lui il connaîtra le climat en 2070-2080. C'est pourquoi le mouvement des jeunes est, je crois, extrêmement important, parce qu'il nous rappelle qu'effectivement nous jouons durant les 2 prochaines décennies le climat que connaîtra la jeune génération lorsqu'elle arrivera à mon âge. Il est souligné dans le chapitre Bla Bla Bla.
Évidemment, on pense au blablabla de Greta Thunberg. Effectivement, vous le dites bien, en 2080, la génération qui aura 60 ans, c'est la génération de ceux qui viennent de naître en ce moment. Ceux qui sont nés en 2020. C'est ceux qui sont nés en 2020. Mon petit-fils Baptiste, si vous voulez. Oui. Donc, votre petit-fils Baptiste, il n'aura guère plus que l'âge médian de nos dirigeants actuels. Voilà, exactement. Et le climat auquel il devra faire face sera totalement différent, suivant que nous, maintenant, on aura pris les bonnes décisions. Ce qu'on peut rajouter, c'est que Greta aura 80. Donc elle aura dépassé l'âge médian de nos dirigeants. Mais on lui souhaite quand même d'être en vie en 2080. D'être entendu, d'avoir pu agir et d'avoir effectivement fait changer les choses. Bien sûr. La jeunesse, vous y croyez beaucoup. Ça, à vous entendre et à vous lire, on sent que ça vous revigore. Alors, c'est aussi votre boulot de prof, finalement aussi. Vous étiez en première ligne pour voir les évolutions. Là, si vous voulez, il y a à la fois des considérations d'analyse et des considérations de prof, si vous voulez, mais il y a aussi des considérations personnelles. Donc, j'essaye toujours un peu dissocier les deux quand même. Sur le plan personnel, je vois deux choses. Un, les étudiants que je forme à Dauphine aujourd'hui ont tous une conscience beaucoup plus importante de toutes ces questions écologiques que ceux auxquels je m'adressais il y a encore 10 ou 20 ans, si vous voulez. Donc ça, c'est indubitable. Je crois que ça prend des formes diverses dans la société, qui sont plus ou moins positives du reste. Et les étudiants de Dauphine qui arrivent en 5e année ne sont pas représentatifs de l'ensemble de leur classe d'âge. Mais lorsque je voyage et lorsque je discute avec des collègues étrangers, y compris dans des pays en voie de développement, ils me disent qu'ils font la même constatation. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Il y a d'autres domaines où je ne vous cacherai pas, je trouve que le niveau a plutôt baissé. Si vous regardez leur capacité en orthographe, je me dis que ça serait bien aussi qu'ils progressent sur d'autres domaines. Mais sur le volet climatique, c'est certain. Ce qui manque peut-être encore aujourd'hui, c'est d'asseoir cette connaissance, cette compréhension sur un peu plus d'investissement par rapport au monde de la science dure. Parce que moi, je pense qu'il faut vraiment écouter ce que nous dit la science dure. Ce qui réchauffe la planète, c'est bien une certaine proportion de CO2 dans l'atmosphère. Il faut comprendre les interactions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur la jeunesse, c'est que moi, il se trouve que j'ai un certain nombre de petits-enfants. Et je trouve que... j'ai jamais été instituteur et je serais bien incapable de faire ce métier qui, je crois, est à mes yeux l'un des métiers les plus compliqués. Chaque fois que j'ai essayé d'expliquer comment il faut compter ou apprendre à lire à des enfants, j'ai trouvé ça horriblement compliqué. Mais je vois que dans l'échantillon que je pratique, les jeunes, les très jeunes, sont déjà complètement dans cette perspective de l'écologie qui va dominer tous les enjeux sociétaux, si vous voulez. Et ça, c'est totalement nouveau, si vous voulez, ça n'existait pas il y a encore 20 ans. Donc c'est quand même un élément tout à fait intéressant. Ceci dit, il faut un tout petit peu faire attention et ne pas caricaturer les choses. J'ai été invité il n'y a pas très longtemps dans un grand lycée de Marseille où on a passé une matinée complète avec l'ensemble des terminales. Et à la fin, il y a un lycéen qui m'a dit « Mais attention, ne présentez pas la chose comme notre génération a échoué, c'est nous qui allons tout porter, si vous voulez. » Vous voyez, c'est la question de la justice intergénérationnelle. Ouais. Et ça renvoie à un autre mot, le mot justice climatique. Vous voyez, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne a décrété la loi allemande inconstitutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle faisait porter trop de l'action climatique sur les générations futures par rapport à la génération actuelle. Et ça, ce qui se passe en Allemagne, vous pensez que ça peut être possible dans d'autres pays, notamment en France ? Le Conseil d'État a pratiquement dit la même chose au gouvernement dirigé à l'époque par Édouard Philippe. Simplement, il l'a moins bien motivé par une considération intergénérationnelle. Il a enjoint l'État français, le gouvernement français, à respecter les engagements de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qu'il avait inscrits dans sa stratégie nationale bas carbone et qu'il n'avait pas respecté pendant les 3 premières années. Est-ce que pour comprendre les interactions, il ne faut pas avoir cette culture scientifique qui finalement est la seule à même de pouvoir nous permettre de comprendre les échelles de temps, comprendre que nous parlons de 2080, 2050 et 2080 et après, les échelles géographiques aussi, votre main bien au-dessus de votre main.
Au-dessus du micro, voilà, très bien. Pardon. C'est les aléas du micro. Les échelles géographiques également, ce qui se passe dans l'hémisphère sud, finalement, c'est loin, donc on ne voit pas les impacts tout de suite. Et puis les échelles de mesure aussi. Quand on parle de téra, de giga, tout est complètement disproportionné. Les équivalents en tonnes carbone, à qui ça parle finalement, si on n'a pas un minimum de culture scientifique. D'où la nécessité, hein, c'est pour préciser ça, la nécessité d'avoir des livres comme le vôtre, Climat, 30 mots pour comprendre et agir. Oui, alors moi je considère que ce minimum de culture scientifique, il faut effectivement l'avoir au démarrage. Mais il ne faut pas se limiter à la culture scientifique parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans une idée totalement fausse et même dangereuse, que ce serait la science ou les scientifiques qui décideraient à la place des citoyens et de leurs représentants politiques, si vous voulez. Donc il faut bien mettre la science là où elle doit être. Le rôle de la science, et c'est le rôle du GIEC, ce n'est pas un rôle de préconisation. Le GIEC ne dit pas qu'il faut viser tel ou tel objectif climatique, etc. Le GIEC vous dit, si vous faites tant d'émissions de gaz à effet de serre, ça va se convertir à tant sur le stock et ça va faire tant de réchauffement moyen, et le temps de réchauffement moyen va avoir tels impacts. Et ça, il faut absolument le connaître. Les choses les plus importantes, à mon avis, sont de nature. Premièrement, il faut bien comprendre la logique flux-stock. C'est très important. Ce n'est pas le flux annuel de nos émissions qui réchauffe la planète, c'est le stock de gaz à effet de serre. Tant qu'on n'a pas bien compris ça, on n'a pas compris combien la lutte contre le changement climatique est très différente, par exemple, de la lutte contre des pollutions locales. Voyez-vous, lorsque vous avez une augmentation de la teneur d'un gaz pour une pollution locale, vous arrêtez la circulation, au bout de 2 jours, vous avez le résultat. Là, la temporalité est complètement différente. Et ce qu'il faut bien comprendre et bien dire aux politiques, et bien dire aux responsables, même qui peuvent être des politiques ou des responsables économiques, c'est que plus il y a une interdépendance entre les émissions qu'on fait aujourd'hui, le stock et le climat qu'il fera dans 30 ou 40 ans, plus il est urgent d'agir. Parce que très souvent, ce qu'entend le responsable ou le politique, c'est « Ah ben, si ça concerne 2080, on a le temps ». Ben non, au contraire, plus il y a une interaction entre l'échelle de temps, ce qu'on émet aujourd'hui et le climat demain, et plus cette distance est grande, plus l'urgence est importante. Et là, souvent, il y a une méconnaissance incroyable, ou peut-être est-ce une espèce de refus de la vérité du politique, qui se dit « Ah ben, si c'est du long terme, il y a beaucoup de priorités de court terme qu'il faut gérer ». Donc ça, il faut vraiment sortir de ce point-là. Ça c'est vraiment, je crois, le premier point absolument essentiel. Le deuxième point, vous avez dit le Sud, il est loin. Non, le Sud, il n'est pas loin du tout. Mais quand on achète du textile, quand on achète Alger, c'est très loin. On voit Alger, Rabat, Casablanca, c'est assez proche, vous savez. Oui, mais on ne voit pas les impacts. Ah ben, si, on voit les impacts de nos achats, on ne les voit pas. Non, mais ce qu'on sait quand même, c'est combien le réchauffement est terrible pour ces pays-là, et combien, si on n'a pas une action, et là on revient à la question initiale, atténuation, adaptation. Si on n'a pas une action aussi d'adaptation des sociétés au Sud sur les impacts du réchauffement climatique, on va créer des situations extraordinairement difficiles à gérer à l'intérieur de ces pays et évidemment créer une pression migratoire supplémentaire. Donc moi je ne pense pas que le Sud soit si éloigné. Alors après, la question que vous avez peut-être en tête, c'est la traçabilité des produits que nous utilisons en termes d'impact carbone. Moi, ce que j'ai surtout en tête, c'est pour le citoyen, acheter quelque chose, quoi que ce soit, du textile ou à manger, il y a des impacts, sauf que les impacts sont souvent loin dans le temps ou loin sur la planète. Et comme c'est loin, on n'en parle pas, on ne voit pas les impacts à côté de chez soi. On commence peut-être, mais on ne les voit pas. Alors, pour moi, ce qui est totalement nouveau dans la question climatique, si vous voulez, c'est que les impacts du réchauffement sont de plus en plus ressentis et compris par les citoyens. Bon. Et je le vois vraiment dans la façon dont se présente l'enseignement que je fais à l'université. Au début, on considérait le réchauffement climatique, c'était une problématique de développement durable. Si j'agis pas aujourd'hui, demain, c'est bon. Aujourd'hui, et je pense que c'est le vrai moteur de la prise de conscience.
la majorité des citoyens et des étudiants considèrent que le réchauffement climatique, il est déjà là et qu'on en voit les impacts et qu'on en subit les impacts. Alors, ce qui est très important, et c'est le deuxième levier de la connaissance scientifique et des rapports du GIEC, c'est de bien comprendre les interactions entre réchauffement moyen et tous les impacts qu'il y a derrière. Alors, je crois qu'il y a 3 points qui sont absolument essentiels. C'est que le réchauffement moyen n'est absolument pas uniforme. Lorsqu'on dit 1,1 degré en moyenne, sur les continents, on est déjà au-dessus de 1,5, puisque les 3/4 de la surface de la planète, c'est des océans. L'océan est un régulateur thermique, il absorbe l'excès de chaleur qui vient de l'atmosphère. Donc sur les continents, en moyenne, on est déjà un peu au-dessus de 1,5. Et les hommes habitent sur les continents. Il y a quelques marginaux qui habitent sur des bateaux, mais enfin, ils sont quand même pas très nombreux au milieu de l'océan. 2, le réchauffement est beaucoup plus fort sur les hautes latitudes que sur les basses latitudes. Donc, lorsqu'on a un réchauffement moyen de 1,1, on est déjà autour de 3 à 4 degrés de réchauffement vers l'Arctique, et donc la fonte des glaciers s'accélère. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. Le deuxième point, c'est que le lien entre le réchauffement et la pluviométrie, le régime des précipitations, est quelque chose d'essentiel pour comprendre les impacts du réchauffement climatique. Et très souvent, on assimile le réchauffement à une plus grande aridité, à une planète plus sèche, voire désertique. Or, tous les scientifiques expliquent qu'une planète plus chaude est aussi une planète plus humide en moyenne. Simplement, la répartition des précipitations va être modifiée et elle va être encore plus humide là où on a des précipitations importantes et encore plus aride là où on a des déficits de précipitation. Je donne un exemple récent. Ce qui s'est passé cet été, on a eu plusieurs excès climatiques, mais de loin le plus important, c'est ce qui s'est passé au Pakistan. Ce n'est pas celui dont on a le plus parlé dans les médias français. Bon. Au Pakistan, cet été, on a eu des inondations d'une ampleur absolument jamais vue, inédite. Bon. Avec des implications en termes économiques et en termes humains qui n'ont rien de comparable avec l'incendie des Landes. On est sur plusieurs milliers de décès et des zones complètement dévastées. Ce n'est pas le réchauffement climatique qui a provoqué les moussons. Mais on voit bien que le réchauffement climatique a terriblement aggravé les inondations par 3 leviers. 1, le réchauffement moyen à l'amont des rivières, les grandes rivières, l'Indus, qui prennent leurs sources dans l'Himalaya, le débit a été incroyablement accentué par le réchauffement qui fait fondre les glaces. À l'aval, la remontée du niveau de la mer qui est provoquée par le réchauffement également accentue les inondations. Et entre les deux, les précipitations des moussons ont été extraordinairement accentuées parce que le réchauffement climatique s'accompagne d'un durcissement des événements extrêmes, qu'il s'agisse des moussons en Asie ou qu'il s'agisse des cyclones en Atlantique Nord. Et ça me vient du coup à la 3e constatation qui est extrêmement bien détaillée dans le 6e rapport du GIEC, et je conseille à toutes les personnes qui nous regardent de se reporter à ce rapport, si ils ont fait déjà le petit investissement initial de lire le livre, c'est sur les événements extrêmes. Ce qui perturbe le fonctionnement des sociétés, ce n'est pas uniquement la température moyenne, c'est évidemment les événements extrêmes. Et là, on voit que le réchauffement climatique est un facteur incroyable d'intensification et d'aggravation des événements extrêmes, qu'ils se passent loin de chez nous ou qu'ils se produisent chez nous, comme on a eu cet été un bon exemple avec les incendies dans les Landes et la vague de sécheresse qui n'est pas encore terminée et qui correspond exactement à ce qu'anticipaient les climatologues. On poursuit la discussion avec vous, Christian de Pertuis, après une petite respiration. Dans ce rendez-vous des futurs avec Christian de Pertuis, la question de la jeunesse, on le voit, est cruciale. La question des emplois également, puisque la jeunesse, je vous posais la question tout à l'heure de ce que vous dites à un enfant de 14 ans qui commence à s'intéresser un petit peu à son orientation, parce qu'il y est obligé. Que lui dire? Est-ce qu'il y aura ces fameux emplois verts dont on parlait dans la revue de presse? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'emplois? C'est quoi pour vous? Comment ça se dessine pour vous?
l'emploi ou la transformation de l'emploi? Ça a été, je crois, très bien dit dans la revue de presse initiale. La transition bas carbone a deux volets majeurs sous l'angle de l'économie. D'un côté, il faut investir. Il faut investir dans des nouvelles sources d'énergie décarbonées, renouvelables. Il faut investir dans l'efficacité énergétique. Il faut investir dans la sobriété. Bon. Donc, ces investissements sont évidemment créateurs d'emplois. Et souvent, ils sont créateurs d'emplois qu'on ne connaît pas, puisque précisément, il s'agit de créer des choses un peu nouvelles. Vous voyez, bon. Mais en même temps, l'urgence climatique nous oblige à nous désengager extraordinairement rapidement de notre dépendance aux énergies fossiles. Et donc, il faut aussi désinvestir. Notamment, il faut désinvestir de tous les actifs économiques qui sont liés à la production, au transport ou à l'utilisation des énergies fossiles. Donc, on a un double mouvement, investissement, désinvestissement. Et il va falloir transférer des actifs. Des actifs, alors les actifs se transfèrent de la façon suivante. Les actifs financiers, ça se transfère très vite. Et les financiers, ils ont déjà compris. Hein. Ils parlent, c'est un mot, je crois, du livre, d'actifs échoués. Bon, il y a différentes façons de s'échouer. Mais celle qui est particulièrement dramatique, c'est celle qui est décrite par un tableau qui figure dans l'ouvrage. Hein. C'est l'échouage de la Pérouse, hein, au large des îles Marshall, hein, où là, tout le monde meurt. Bon. Donc, les financiers, ils ont peur que leurs actifs s'échouent. Et donc, vite, ils vont transférer leurs actifs à d'autres, hein, comme au jeu du mistigris. On se débarrasse de la mauvaise carte. Bon. Ensuite, vous avez les actifs économiques, les actifs physiques, les usines, les pipelines, je vous donne un exemple, les fonderies qui travaillent aujourd'hui à 80% sur le moteur thermique. Et si on ne fait plus de moteur thermique demain, qu'est-ce que vont devenir les fonderies? Vous voyez, donc ça, c'est l'investissement, le capital physique, les actifs physiques. Et puis derrière, vous avez les actifs humains avec les compétences. Moi, je pense que ce qui est le plus difficile, ça a été dit dans la revue de presse, c'est justement de reconvertir les actifs humains. Bon. Donc le bilan global, investissement, désinvestissement, pour être tout à fait franc, on ne sait pas très bien ce que ça va donner sur le marché de l'emploi. Hein. Mais ce que je sais, c'est que plus on anticipe correctement, plus on anticipe les reconversions, plus on donne une formation initiale aux jeunes qui est solide sur tous les plans. C'est une formation, le meilleur passeport pour l'emploi pour un jeune, c'est une formation de base où vous avez les notions de base de la langue, des mathématiques, de la géographie. Bon, c'est ça qui vous donne le meilleur passeport. Hein. De la science aussi. De oui. la science, bien évidemment. Hein. Bon, mais les mathématiques, c'est quand même le démarrage de la science. Hein, si vous voulez. C'est une porte d'entrée. Si vous ne faites pas de mathématiques, vous n'allez pas aller très loin dans la science. Hein. Bon, voyez, bon, donc, c'est pour moi, c'est ça la question primordiale. Donc, il va y avoir d'un côté des dégâts. Ces dégâts, on peut les réduire en reconvertissant rapidement et en anticipant. Si on ne le fait pas, on aura alors à ce moment-là beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de pertes économiques, de la décroissance subie, etc. Vous voyez, donc c'est un peu ça qui est en jeu. Alors, moi, je voudrais dire une chose quand même à ce point de la discussion, si vous m'y autorisez. Allez-y, parce qu'il ne faut pas que je fasse des monologues de prof non plus. Hein. Je vous y autorise. Ben non, c'est passionnant. C'est que l'impact, il est très différent suivant le type d'économie dans lequel on est. Si vous êtes dans des économies qui reposent sur la production et l'exportation d'énergie fossile, la transition, elle est horriblement coûteuse. Il ne faut pas mentir, si vous voulez. Faire la transition énergétique dans des pays comme l'Algérie, comme l'Australie, comme le Canada, comme le Nigeria, qui sont tous de très gros producteurs et exportateurs d'énergie fossile, c'est beaucoup plus traumatisant que de le faire, par exemple, en France ou en Europe de l'Ouest, si j'enlève la Norvège et le Royaume-Uni, où pratiquement on ne produit plus d'énergie fossile. Mais on a encore beaucoup d'actifs qui sont liés à l'usage des énergies fossiles. Prenez maintenant les pays les moins développés. Quand vous êtes dans les pays les moins développés, vous n'avez pas cet encombrement de l'économie avec des actifs qui sont liés aux énergies fossiles, sauf quand ils sont producteurs-exportateurs. Donc, la transition énergétique, ça vous permet au contraire d'accélérer le développement. Et on le voit déjà. Par exemple, l'accès à l'électricité en Afrique au sud du Sahara, qui a été franchement un domaine dans lequel on a très peu progressé depuis le début des années 60, au moment des indépendances. Depuis qu'on a le levier des énergies renouvelables, on progresse beaucoup mieux parce qu'on saute l'étape
des systèmes centralisés basés sur les énergies fossiles. On ne fait pas de nucléaire en Afrique au sud du Sahara. Hein, et on va directement vers l'énergie décentralisée, qui n'est pas individuelle, qui est collective ou semi-collective. Et ça, c'est un formidable vecteur aussi d'espoir. C'est que la transition énergétique, pour les pays les moins développés, c'est un facteur d'accélération du développement, ce n'est pas un obstacle au développement. Je voudrais qu'on rentre vraiment dans le livre. Je voulais parler de la surpêche. La surpêche, voyez-vous, alors c'est pas forcément un mot parce qu'il est dans les options techniques UTCATF ou LULUX. Ça, je vous laisse le prononcer. L'utilisation des terres, vous l'avez fait beaucoup mieux que je ne le ferai. Lutkaft. La surpêche, le premier facteur d'érosion de la biodiversité marine, qui est une composante essentielle de la capacité d'absorption du CO2 par l'océan. On parle toujours du poumon vert de la planète, les forêts, à pas négliger bien sûr, mais le poumon bleu, il est incroyable. Alors, c'est le même. Le poumon, en l'occurrence, le poumon travaille à l'inverse, hein, puisque notre poumon, il rejette du CO2. Là, on est sur des poumons qui absorbent le CO2. Donc, c'est des anti-poumons, hein, si je peux dire. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les continents? Les plantes, principalement les forêts, sont le premier facteur d'absorption du CO2 atmosphérique et de son stockage dans le sol. Ils absorbent à peu près, j'allais dire une bêtise, ils absorbent un peu plus du quart des émissions mondiales de CO2 chaque année. Si ce qu'on appelle plutôt que le terme de poumon, vous me permettrez de parler de puits de carbone. C'est le terme qui est utilisé par le GIEC et par les climatologues. C'est le puits de carbone. Ce n'est pas un poumon puisque ça absorbe du CO2 hein, et ça rejette de l'oxygène, alors que notre poumon, il absorbe de l'oxygène, il rejette du CO2. Donc il faut faire attention à ce puits de carbone. Voilà. Ce puits de carbone, il faut le protéger. Ouais. Bon, sur Terre, ça passe essentiellement par la protection de la forêt tropicale et par les mises en valeur agricoles qui permettent, un, d'arrêter la déforestation tropicale, puisque l'agriculture est le premier facteur de déforestation, et deux, les types de travail, de techniques agricoles qui sont utilisées peuvent soit rejeter, soit absorber du CO2. Bien, ça c'est sur... Qu'est-ce qui se passe sur le reste du puits de carbone? À peu près un autre quart du CO2 qui, chaque année, est émis par nos sociétés est absorbé par l'océan. Le mécanisme, très schématiquement, le CO2 est absorbé par l'eau en surface de l'océan. Comme vous pouvez fabriquer votre eau minérale avec une bonbonne de CO2, un pchit, ça fait pchit, et puis vous fabriquez votre eau minérale. C'est le même mécanisme, vous absorbez le CO2. Mais ensuite, pour que le CO2 ne sature pas à la surface, il doit être transformé par ce qu'on appelle la pompe à carbone océanique et transporté vers le fond de l'océan où il se transforme en sédiment. Et quand il est au fond de l'océan en sédiment, il y reste. Donc le stockage du CO2 par l'océan, il est beaucoup plus pérenne que celui dans la forêt, parce que si votre forêt brûle, le CO2 repart tout de suite dans l'atmosphère. Donc cette capacité de stockage de l'océan, elle va dépendre de quoi? De la biodiversité marine. C'est quoi la biodiversité et par quel mécanisme? Par la photosynthèse, comme les arbres. Simplement, c'est de la photosynthèse sous-marine qui fonctionne avec des algues ou des phytoplanctons qui vont capturer le CO2, le transformer. Et donc, on connaît beaucoup moins bien la biodiversité marine que la biodiversité terrestre, qu'on commence à connaître. Mais on suspecte beaucoup que les atteintes à la biodiversité marine sont une réduction potentiellement très grave de la capacité de stockage du CO2 dans l'océan. Et non pas le GIEC, mais le GIEC de la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, essaye de hiérarchiser quels sont les facteurs de dégradation de cette biodiversité marine. C'est un peu compliqué, c'est même un classement qui ne fait pas l'objet d'un consensus total chez les scientifiques, mais en gros, parmi les deux premiers facteurs de dégradation de la biodiversité marine, nous avons les pollutions et la surpêche. Et la surpêche, c'est intéressant parce qu'au fond, c'est exactement la même chose que sur Terre. Sur Terre, c'est bien l'extension de l'agriculture qui est le premier facteur de destruction de la forêt. Et sur mer, c'est bien l'extension d'une activité qu'on pourrait appeler agriculture de la mer. Hein. Oui, parce que c'est du chalutage industriel. En fait, on gratte. Voilà. On gratte les fonds marins. Alors, en plus, il y a un phénomène
complémentaire que je décris dans l'ouvrage. Je le décris parce que je l'ai découvert en écrivant l'ouvrage. Donc vous voyez que c'est intéressant. Et moi, je l'ai découvert en vous lisant. C'est intéressant d'écrire des bouquins parce que ça oblige à apprendre, pareil pour l'enseignement du reste. Hein. C'est que vous avez, en plus de la réduction des forêts sous-marines, hein, des phytoplanctons. Donc, vous avez le phénomène de raclage par les chaluts au fond de la mer. Et ce phénomène de raclage libère probablement des quantités importantes de carbone et de méthane. Et ces rejets ne sont pas mesurés dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Donc, ils ne sont pas en réalité intégrés dans l'action climatique. D'une façon plus générale, lorsque on regarde concrètement comment se fait l'action climatique, les engagements des différents pays sont calculés à partir des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et ces inventaires nationaux de gaz à effet de serre tiennent bien compte de l'ensemble des émissions ou des absorptions relâchées de CO2 par le milieu naturel sur Terre, mais pas de ce qui se passe dans l'océan. Et on se souvient d'une émission que nous avions fait, un rendez-vous des futurs avec Claire Nouvian, avec la colère de Claire Nouvian, dont on se souvient ici, qui nous parlait déjà, mais il y a quelques années, et qui nous parlait déjà de cette surpêche et de ces combats qu'il fallait mener et qu'il faut continuer à mener. Un autre mot-clé, je me projette à l'intérieur du bouquin, hydrogène. Alors hydrogène, ça c'est un mot, j'ai l'impression que c'est un mot valise, qu'on en parle beaucoup, mais on en parle un peu, passez-moi l'expression, mais comme c'est la solution toute trouvée, on verra demain, il y aura un avion à hydrogène, il y aura des voitures à hydrogène, il y aura tout à l'hydrogène. Ma question va vous paraître complètement farfelue, mais on y croit ou on n'y croit pas à ça? Farfelu, parce que je ne suis pas précis. Non, je pense que ce n'est pas une question de croyance. il faut regarder objectivement les choses. Alors, pour bien les comprendre, l'hydrogène n'est pas une source supplémentaire d'énergie, c'est un vecteur énergétique, comme l'électricité. L'hydrogène pourrait devenir peut-être dans le futur une source énergétique si on était capable d'aller chercher de l'hydrogène dans le sous-sol et de le recueillir comme on recueille le charbon, le pétrole et le gaz. Mais aujourd'hui, à l'exception d'un petit gisement qui se trouve au Mali, il n'y a pas d'exploitation à taille industrielle de l'hydrogène. Donc c'est un vecteur. Ce vecteur, depuis très longtemps, on a fantasmé sur son extraordinaire potentiel. La plus belle image de ce, je ne veux pas dire ce fantasme, que c'est un côté un peu négatif, de cette vision, c'est celle de Jules Verne. Oui. Jules Verne, hein, dans L'île mystérieuse, je crois. Que vous citez effectivement, que je cite, mystérieuse. Alors je ne connais plus exactement la phrase qu'il indique, mais il voit dans l'hydrogène quelque chose qui va supplanter toutes les autres sources d'énergie. Bon. Et puis ça n'a pas marché, et puis on en a parlé beaucoup. Bon. Alors, pour bien comprendre le potentiel de l'hydrogène, il faut se poser deux questions principales. Un, comment je produis l'hydrogène. Deux, quels sont les usages possibles de l'hydrogène. Un, comment je produis l'hydrogène. Aujourd'hui, un peu plus de 95% de l'hydrogène produit dans le monde, c'est un sous-produit de l'industrie des fossiles, soit par réduction du gaz, soit par réduction du charbon. Donc ce n'est pas en utilisant du gaz ou du charbon pour fabriquer de l'hydrogène qu'on va décarboner l'économie. Ça va de soi. Donc, la question du potentiel de l'hydrogène renvoie en premier lieu à la question du potentiel de produire de l'hydrogène vert. C'est ça. Cet hydrogène vert peut être produit à partir de l'électrolyse qui, sous condition que l'électricité soit d'origine renouvelable. Et il peut être produit aussi par d'autres voies qui sont explorées aujourd'hui, qui ne sont pas encore à l'état de développement industriel de l'électrolyse, qui sont par exemple la biomasse. On peut fabriquer de l'hydrogène à partir du bois, à partir de plantes cultivées et même à partir de déchets. Et même au laboratoire de recherche de Centrale, j'ai vu, on le faisait dans le laboratoire des plasmas, en faisant passer du courant électrique dans du méthane. Ne me demandez pas comment ça marche, mais j'ai eu la démonstration sous les yeux. Bon, voilà. Bon, donc la première question, c'est est-ce qu'on va avoir demain une capacité massive de production d'hydrogène vert? Et là, la question se dérive très rapidement sur est-ce qu'il va y avoir un potentiel massif de production d'électricité verte avec ces fameux électrolyseurs, et est-ce que les conditions économiques vont être réunies? L'idée qu'ont beaucoup de pays qui font des plans hydrogène et beaucoup d'industriels qui investissent dans l'hydrogène aujourd'hui, c'est qu'on est sur une phase où
la baisse conjuguée du coût de production des énergies renouvelables avec le coût du stockage de l'électricité et avec le coût des électrolyseurs qui vont devenir géants, vont permettre à un horizon de 5 à 10 ans de fabriquer de l'hydrogène vert de façon compétitive par rapport à celui qui vient des hydrocarbures ou du charbon. Donc ça c'est le côté offre. Donc il y a véritablement un potentiel. Ce potentiel, pour l'instant, il est fortement limité par la disponibilité d'énergie renouvelable, mais on voit bien qu'aujourd'hui, pratiquement 90% des nouvelles capacités de production électrique, c'est du renouvelable. Hein, donc et le nucléaire représente moins de 1%. Hein, donc c'est vraiment là qu'est le nerf de la guerre. Bon. Ça, c'est le côté offre. À quel rythme ça va se faire? Ça va dépendre beaucoup, des investissements, de leur efficacité, de leur localisation. Parce que si vous voulez fabriquer massivement de l'hydrogène vert à partir d'électricité renouvelable, il vaut mieux être au sud de la Méditerranée qu'au nord, et il vaut mieux être à Marseille qu'à Hambourg, pour des raisons évidentes. Bon. Sur l'éolien, c'est un peu différent, mais l'éolien offre aussi d'extraordinaires possibilités, notamment sur les plateformes en mer, les plateformes flottantes, parce qu'elles permettraient de fabriquer directement de l'hydrogène transportable. Donc là, il y a un potentiel d'offre très important. Bon. Alors ensuite, du côté... Et donc, moi, je pense qu'effectivement, les conditions économiques vont bientôt être réunies pour qu'on ait une production massive d'hydrogène vert. Avec un point très important, c'est que lorsque vous fabriquez de l'hydrogène en masse à partir d'électricité renouvelable, vous pouvez aussi écréter la pointe de l'électricité. Vous savez que le renouvelable, son gros inconvénient, c'est qu'il est plutôt irrégulier dans sa production, avec notamment des pointes et des creux. Donc la transformation de l'électricité de pointe en hydrogène permettrait de stocker à très grande échelle de l'électricité. Donc c'est pour ça que l'hydrogène est aussi un vecteur d'intégration de l'électricité renouvelable dans les systèmes énergétiques de demain. Je bascule maintenant du côté de la demande finale et on fait comme si tous les problèmes intermédiaires d'infrastructure, de stockage et de transport étaient réglés. Ce n'est pas du tout le cas. Mais bon, on dit que c'est possible dans quelques années. Simplement, il faudrait que la France aille un peu plus vite, si vous voulez, parce que ça fait à peu près 5 à 6 ans qu'elle s'oppose à des gazoducs qui permettraient de passer l'hydrogène depuis l'Espagne vers l'Allemagne. Bon, je ferme la parenthèse. Du côté des usages, l'hydrogène n'est pas la solution miracle, parce qu'il va se produire un phénomène de concurrence entre les différents usages. Il va y avoir de la concurrence entre les différents usages. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de l'hydrogène? On peut mettre une pile à combustible dans une voiture. Hein, Honda le fait depuis... Non, pas Honda, Toyota le fait depuis... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que, effectivement, ça permettra peut-être aux cadres sub qui roulent dans la voiture à hydrogène d'avoir une autonomie de 1000 km pour aller, je sais pas, jusqu'à Marseille ou jusqu'à Rome. Bon, mais socialement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les usages extrêmement intéressants de l'hydrogène, c'est de faire des choses qu'on ne sait pas faire avec d'autres technologies. 1, décarboner la production primaire d'acier. Dans le monde, l'industrie sidérurgique est la première source d'émissions d'origine industrielle. Le deuxième, c'est le ciment. On ne sait pas aujourd'hui fabriquer de l'énergie primaire, de l'acier primaire dans les hauts fourneaux, donc de l'acier non recyclé, décarboné, sauf avec de l'hydrogène. Donc vous voyez que là, vous avez quelque chose d'extraordinairement important. 2, sur la mobilité des individus, bon, le gain collectif de passer à l'hydrogène me paraît très faible. Par contre, ce n'est pas le cas pour les engins de travaux publics, ce n'est pas le cas pour la mobilité lourde, ce n'est pas le cas pour les bateaux, ce n'est pas le cas pour peut-être les avions demain. Donc là, sur la mobilité, vous voyez qu'il y a effectivement des questions tout à fait importantes de la hiérarchisation des usages. 3, une des plaies en matière de production électrique, c'est les groupes électrogènes. Alors les groupes électrogènes en Europe et en France, on les fait peu fonctionner. Vous les voyez un peu sur les chantiers. Hein. On les fait, tous les établissements sanitaires où il y a de l'urgence, il y a des groupes électrogènes si jamais le réseau pète. Bon. Mais en Afrique, en Asie, les groupes électrogènes fournissent une proportion très importante des systèmes électriques parce que les réseaux fonctionnent mal. Et la production d'électricité à partir des groupes électrogènes qui brûlent du fioul, c'est l'une des pires façons de fabriquer l'électricité sous l'angle climatique après le charbon. Il
l'hydrogène permet de faire des systèmes décentralisés, autonomes, des groupes électrogènes qui fabriquent de l'électricité à partir de l'hydrogène vert. Donc là, vous avez aussi une utilisation sur laquelle on n'a pas de substitut. Bon. Et enfin, et là c'est pour répondre peut-être aux gens qui imaginent qu'on pourrait demain coupler harmonieusement une production nucléaire massive avec de l'hydrogène. Non, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'hydrogène est un facteur d'intégration des renouvelables. Et on voit bien que l'un des obstacles de l'intégration des renouvelables, c'est justement leur rigidité sous l'angle du calendrier, avec ces phénomènes d'intermittence à court terme ou d'intermittence saisonnière entre l'hiver et l'été. Et l'hydrogène permet justement d'intégrer beaucoup mieux ces renouvelables. Donc, ce n'est pas une question de croyance ou de non-croyance, c'est une question de connaissance des données sur l'offre et sur la demande, et une question de connaissance des coûts. Et là, peut-être que l'économiste a une certaine utilité, si vous voulez. Peut-être qu'il a une certaine utilité. Et qu'on devrait l'écouter un petit peu plus. Pourquoi? Non, je veux dire pourquoi. Parce que toutes les briques technologiques sur le photovoltaïque, la transformation du vent en électricité, la transformation de l'hydrogène en énergie avec les piles à combustible, ces briques, elles sont connues depuis la fin du 19e siècle. Et depuis un siècle, ces technologies ont perdu la bataille des coûts contre les fossiles. Et ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est qu'on a une inversion dans l'échelle des coûts qui de plus en plus rend rentable ces nouvelles énergies renouvelables et ces nouveaux vecteurs qui seront l'hydrogène vert. C'est l'une des raisons de mon optimisme relatif. C'est parce que je pense qu'on sous-estime encore incroyablement, y compris dans la sphère politique, parce qu'ils sont un peu loin de ces trucs-là, on surestime incroyablement la révolution économique qui consiste à ce que depuis un peu plus d'un siècle, alors que les renouvelables perdaient systématiquement la bataille des coûts, là, depuis une dizaine d'années, on est en train d'inverser la situation. Et cette situation va continuer parce que les systèmes de production d'énergie fossile ou nucléaire ne baissent pas leurs coûts, alors que ceux des énergies renouvelables baissent leurs coûts dans des proportions extrêmement rapides, souvent aussi rapides que celles de la puce que vous avez dans votre téléphone portable. Dans ce petit concentré de métaux rares, effectivement. Christian de Pertuis, je vois le temps qui passe et j'aurais voulu parler de tellement d'autres sujets, de tellement d'autres mots-clés. De toute façon, j'ai qu'un conseil à donner, c'est plonger dans climat. 30 mots pour comprendre et agir. Il n'y a que 30 mots. Cela dit, 30 mots, il faut quand même faire l'effort de rentrer dans les mots aussi. Il faut quand même faire l'effort de la précision. C'est parfois technique, comme on vient de le voir. J'aurais voulu parler, mais ça je ne peux pas vous faire l'affront, pas vous, de parler de la taxation carbone, là, comme ça, en 2 minutes. Parce que ça a l'air tellement simple en plus, la taxation carbone. C'est pourquoi on ne se met pas tous d'accord pour taxer un produit en fonction de ses émissions de gaz à effet de serre. Et vous donner une petite idée du pourquoi c'est pas si simple, parce que, oups, on a essayé, mais on a toujours oublié la redistribution. C'est bien ça en... Non, c'est très bien parce que vous faites les questions et les réponses en même temps. Donc, tant qu'à faire. Très bonne note, hein, effectivement. On sait... alors, une précision. La taxation carbone fonctionne très bien pour le CO2 et le méthane d'origine énergétique. Ça fonctionne beaucoup moins bien par tout le volet agroécologie, parce que sur le volet agroécologie, on est dans de la bioéconomie. Il s'agit de réinvestir dans la diversité du vivant. Et là, c'est beaucoup plus compliqué que la révolution énergétique qui consiste tout simplement à se débarrasser de 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz. Bon. Donc pour la partie énergétique, qui je le rappelle représente 70% des émissions mondiales, la solution la plus efficace pour accélérer la transition, c'est de renchérir le coût des énergies fossiles pour détourner l'ensemble des producteurs, des consommateurs des énergies fossiles, soit directement, soit indirectement par leur contenu dans les biens que nous consommons. Bon. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est incapable de gérer, ou parce que c'est difficile de le gérer, parce qu'on le fait quand même dans certains endroits, c'est difficile de gérer les volets redistributifs. C'est vrai à l'intérieur d'un pays, et les Gilets jaunes ont évidemment été une très belle illustration de ce que je viens de dire, mais c'est peut-être encore plus vrai à l'échelle internationale, parce que la COP 27 qui se tient fin 2022, voyez bien que si on arrivait à mettre en place une taxe carbone mondiale et qu'on la redistribue per capita aux pays en voie de développement, les pays en voie de développement, ils
eh bien, ça donnerait un énorme transfert financier vers les pays les moins avancés. Le pays le plus bénéficiaire, ce serait l'Inde, hein, qui a un peu plus d'1 milliard d'habitants et des émissions par habitant de à peine 2 tonnes de CO2 par habitant si on se limite à ceux qui viennent de l'énergie fossile. Pourquoi on ne le fait pas? Et nous, en France, on est à 9,6, effectivement. Non, pas sur le CO2 d'origine fossile, on est à 6. Ah, 6, vous voyez. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'ose pas faire des transferts d'une telle ampleur. La question climatique est liée à la question de la redistribution et donc à la question de l'équité. C'est l'autre volet de la justice climatique. Et c'est un volet d'autant plus important que les populations les plus affectées par les impacts du réchauffement climatique, soit à l'intérieur d'un pays, soit encore plus entre les pays, sont celles qui généralement ont le moins contribué à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc notre difficulté à accélérer les transitions bas carbone, ce sont fondamentalement des difficultés à gérer des questions d'équité. Alors que le contexte économique et le contexte des technologies nous donnent beaucoup plus de moyens de le faire qu'il y a encore 15 ou 20 ans. Christian de Pertuis, si un tout dernier sujet, tout dernier sujet, vous avez écrit 2 romans, dont j'en cite un comme ça de mémoire, Il voulait refroidir la Terre, chez Librinova. C'est quelque chose qui vous... C'est juste une marotte ou vous vous dites il faut essayer de créer des nouveaux récits, il faut embarquer les gens dans de nouveaux imaginaires, il faut... Vous faites ça pourquoi? Parce que c'est pas du tout là où on vous attend. Non, en plus, si vous voulez, l'écriture d'un roman, c'est pas comme l'écriture des essais. Hein, vous voyez, un essai, c'est relativement impersonnel. Hein, les 30 mots du climat. Encore que vous y mettez du vôtre. Oui, j'y mets beaucoup d'investissement. Si vous voulez, pour écrire, il n'y a pas de 36 000 façons de faire. Il faut être passionné. Donc moi, l'écriture, pour moi, c'est un besoin. Vous voyez, donc le matin, quand je me réveille, je me lève très tôt en général, vers les 6 heures, parfois un peu avant le matin, et j'ai 2 activités immédiates possibles. Soit je cours, soit j'écris. Et ce qui m'embête beaucoup, des fois, c'est que je me dis, si tu écris trop, tu ne vas pas courir. Mais bon, bref, chacun ses problèmes. Bon. Et quand j'ai terminé à peu près mon 8e essai économique, je me suis dit, mais pourquoi tu n'écris pas des choses plus personnelles? Et là, je me suis dit, oui, non, si tu allais vraiment au fond de ton désir d'écriture, tu verrais que tu as envie d'écrire autre chose que des essais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait 2 romans. Et ces 2 romans sont peut-être encore des romans... qui se rattache bien aux questions climatiques, ça facilite, hein, ça permet de ne pas trop se dévoiler sur le plan personnel. Donc j'ai bien l'intention, là j'ai un essai qui est prévu pour l'année prochaine, mais j'ai bien l'intention après de revenir au roman et peut-être de terminer au roman. Parce qu'il voulait refroidir la Terre, il s'avère que je l'ai lu, et c'est un roman policier où on parle de géothermie. Oui, c'est un peu un ovni finalement. C'est un ovni, oui. Le précédent, je l'ai travaillé beaucoup plus longtemps, qui s'appelle Le complot climatique, a bien fonctionné, mais bon, j'ai d'excellents retours des lecteurs, mais je n'ai pas un très bon système de distribution, si vous voulez. Christian de Pertuis, si vous aviez, c'est la toute dernière question, si vous aviez une pépite à partager, ça peut être une action, un coup de cœur, une lecture, alors autre que, vous n'avez pas le droit de tricher, autre que climat, 30 mots pour comprendre et agir, ce serait quoi, là, comme ça? La lecture, si vous voulez, il se trouve que je suis en train de lire l'ouvrage d'Annie Ernaux, Les années. Je dois humblement confesser que pour la 2e fois, on a attribué un prix Nobel de littérature à une écrivaine que je ne connaissais pas, si vous voulez. Donc la première chose que j'ai faite, je me suis dit quand même, c'est un peu nul. Hein, donc j'ai regardé sa biblio, j'ai commandé cet ouvrage qui est assez étonnant parce que il nous montre, c'est un récit qui démarre en 1941 et qui se termine 2002-2003, vous voyez. Et il nous montre sous une forme vraiment, parce que là c'est un très grand roman, hein, si vous voulez, c'est autre chose hein, que le complot climatique, hein, si vous voulez. Bon, j'ai pas du tout la prétention de me situer dans la même cour, hein, mais il nous montre le passage de l'économie de rationnement, de l'économie de rareté, de l'économie dans laquelle une famille, une personne, parce que c'est autobiographique, est bloquée dans un horizon spatial extrêmement réduit, vous voyez, avec l'arrivée de l'abondance, l'arrivée des transports, l'arrivée et cette situation finalement
d'accélération incroyable du monde. Et c'est écrit avec les tripes, si vous voulez. Donc c'est un très très beau roman. Je conseille aux gens, une fois qu'ils auront lu Les 30 mots, de lire Les années de Annie Ernaux. Et l'économiste qui est en vous, finalement, il est toujours en vous, c'est votre passion. Et vous lisez aussi Annie Ernaux avec l'œil de l'économiste. Absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Christian de Pertuis. Merci de cette invitation. Cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez la retrouver en replay dès à présent sur le site ou sur toutes les plateformes. Alors oui, un petit pouce bleu, un partage, un commentaire, tout ce qui fera en sorte que l'algorithme, même s'il n'est pas forcément d'accord, nous poussera et poussera un peu plus d'intelligence tout en haut sur les réseaux sociaux. C'est parfait. Merci beaucoup. Et puis j'ai une petite bouffée de gratitude qui m'envahit quand je pense à toute l'équipe qui se mobilise pour que ces émissions des Rendez-vous du Futur aient lieu. Laura, Nils, toute l'équipe du Cube, merci à vous. Tristan, au plateau, au son, aux lumières, au sourire aussi. Cœur sur toi. Jordan, Jonathan, Jérémy, au platine, à la production, à la réalisation. Sans vous, rien ne serait vraiment pareil. Et puis toute l'équipe du bel Écosphère Aguelos qui, entre Bordeaux et Paris, déploie ses ailes colorées, bienveillantes, compétentes et enthousiasmantes. A priori, tout est possible. Vous l'incarnez bien. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement et à tout de suite sur les réseaux sociaux. Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, sciences, numérique. Depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective. C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.